Excellent début de semaine à vous, Madame, Messieurs, surtout bienvenue à cette session d'actualité. Au menu demain mardi 14 novembre, Félix Tshisekedi va se prononcer sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Début de cadre de concertation de la CENI, c'est lundi à Hilton Hotel avec toutes les parties prenantes, notamment le candidat à la présidentielle de décembre 2023, un cadre qui vise des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de nous retrouver. Débutons ce journal par l'ouverture de cadres de concertation pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées entre la CENI et les candidats présidents, le parti politique et groupement, ainsi que la société civile, ce lundi 13 novembre. Dans son discours, le président de la CENI, Denis Kadima, a rappelé à certains le défi auquel fait face cette institution d'appui à la démocratie. Suivez. Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, le cadre de concertation entre cette institution d'appui à la démocratie et les candidats présidents s'est ouvert ce lundi à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Dans ses mots d'ouverture, le président de la CENI, Denis Kadima, a rappelé les défis auxquels fait face cette institution d'appui à la démocratie, 33 agents et policiers morts lors de l'enrôlement et les innovations apportées dans l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Et d'ajouter que la Commission électorale nationale indépendante et l'ensemble des parties prenantes sont toutes dans le même bateau. Si ces derniers chavirent, la CENI ne coulera pas seule. Au cours de ces échanges, le numéro 1 de la centrale électorale a remis au candidat président la cartographie des bureaux de vote et les listes provisoires des électeurs. Elle ouvrira 22 284 sites de vote, 24 889 centres de vote, 75 478 bureaux de vote, dont vendés dans 5 pays étrangers. 176 centres locaux de compilation des résultats fonctionneront à travers le pays. 680 électeurs sont attendus par bureau de vote. Il suffit de noter que la majorité des candidats étaient présents pour ces premiers jours. La présence remarquable du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi s'est fait sentir par cette poignée de main historique avec l'opposant Martin Fayoulou, 5 ans après leur séparation en 2018. Cette réunion s'est poursuivie à huis clos, loin de la presse. Prenant cette nouvelle en bref, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va prononcer son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ça sera pour ce mardi 14 novembre. Selon le programme de cette cérémonie, différentes autorités et personnalités de tout le secteur seront invitées. En marge du début de la période de la campagne électorale en République démocratique du Congo, un message officiel du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, interdisant aux acteurs politiques et autres leaders une propagande de pré-campagne et de stopper de placarder les affiches à travers la ville en violation des dispositions de la loi électorale en vigueur. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a dans un communiqué lancé un message officiel aux acteurs politiques et autres leaders d'enlever toutes les affiches sur le voie publique. Quant à cette décision, la population n'a pas manqué de donner son opinion. Mais c'est venu trop tard cette mesure. Déjà derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des panneaux là. Il y a l'autre de l'autre côté. Ça a déjà fait encore au moins 2 mois. Hein? Donc 2 poids 2 mesures. Vous voyez, même si j'enlève oui, j'enlève pas. C'est déjà là, ça fait des mois. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore l'état des droits. Donc nous sommes encore un peu loin là. Pour ce métier, le ministre doit confier cette tâche à la police pour une bonne suivi. Pour ma part, je demanderai au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, de confier cette tâche à la police nationale, car il sera difficile pour lui d'avoir un bon suivi de cette décision, mais avec l'intervention de ses agents en uniforme, tout peut bien se passer. Il s'est de signaler que les affiches stop attestant une propagande de pré-campagne vont à l'encontre de la loi
et c'est une violation des dispositions de la loi électorale en vigueur. Toujours dans le cadre du processus électoral, le parti politique Ensemble pour la République a tenu un point de presse à la salle de la paroisse Sainte-Anne ce lundi 13 novembre, au cours duquel ils ont peint de manière générale la situation et les enjeux politiques de l'heure. Suivez. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen de croissance d'environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu, ça c'est un indicateur, à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur. Lorsque nous dépasserons, nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalités maternelles pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Et Malo Mobutu n'exerce plus ses fonctions du gouverneur de la province du Nord-Ubangi. Il a été déchu samedi dernier suite à la mégestion, détournement de fonds publics et incompétence en réaction à la motion de censure déposée le 7 novembre dernier. Suivez. Élu gouverneur du Nord-Ubangi en juillet 2022 pour succéder à Isa Tonzeye qui avait démissionné de ses fonctions suite à la pression exercée sur lui par les députés provinciaux malgré les difficultés auxquelles faisait face cette entité congolaise. Malo Mobutu, petit-fils du feu maréchal Mobutu, a été destitué par l'Assemblée provinciale. Il est reproché pour mégestion, détournement de fonds publics et incompétence. En effet, 1270 $ américains alloués au transport des deux dupes au gouverneur n'ont jamais été acheminés à la destination. 108 millions de francs congolais, frais de dépenses d'investissement destinés à la province pour la réhabilitation des infrastructures routières ont été également détournés. Signalons que cette motion de défiance a été initiée par les questeurs de la première institution provinciale du Nord-Ubangi. 10 élus provinciaux au total sur 18 ayant pris part à cette plénière ont voté pour la déchéance de Malo Mobutu avec l'ensemble de son équipe gouvernementale. Événement déroulé à l'absence de l'autorité déchue. Ayant pour chef le Guadolite, le Nord-Ubangi, avec une superficie de 56 644 km², est une province du nord de la République démocratique du Congo, créée en 2015 à la suite d'éclatement de la province de l'Équateur qui compte 1 037 000 habitants. Au chapitre de l'économie nationale en RDC, sachez que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne depuis dimanche 12 novembre dernier à Luanda, où il va participer à la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola. Il a appelé le chef d'État africain à user de leur influence pour que la paix revienne à l'est de la RDC. La République démocratique du Congo et la République d'Angola restent déterminées à renforcer les liens commerciaux pour le développement économique durable de ces deux géants au cœur du continent africain. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne depuis ce dimanche 12 novembre dans la capitale angolaise. Le patron de l'économie nationale va représenter la RDC à la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola, dont le go sera donné ce lundi 13 novembre à Luanda. Il a été accueilli sur place par plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de la RDC en Angola, Constantin Kalala. Je suis venu à l'invitation de mon homologue angolais et pour concrétiser la deuxième édition du Forum économique RDC Angola,
qui avait été initié par les deux présidents, à l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Joao Lourenço de la République d'Angola. Donc nous allons nous réunir ici avec beaucoup de ministres sectoriels pour des résolutions, des rapprochements et des projets communs entre les deux pays. À en croire le patron de l'économie nationale, les relations bilatérales entre l'Angola et la RDC sont au beau fixe. Les rapports entre l'Angola et la République démocratique du Congo ont toujours été excellents. Sinon nous ne serions pas ici. Ce sont de bons voisins, sur le plan culturel, sur le plan diplomatique, tout baigne dans l'huile, c'est bon. Comme à toutes les tribunes internationales, la partie congolaise profitera de ces forums pour condamner l'agression rwandaise dans l'est du pays avec de lourdes conséquences sur l'activité économique. Partout où nous trouvons, nous Congolais, nous avons le devoir chaque fois de dire haut et fort que nous avons été envahis par non seulement le Rwanda mais l'Ouganda. Et je l'ai dit encore à Riyad, en Arabie Saoudite, j'ai lancé un appel à tous les chefs d'État africains, y compris le président angolais, pour que la guerre cesse à l'est du Congo, ils exercent leur influence sur le président du Rwanda et de l'Ouganda, parce que nous devons tourner le dos à la guerre pour la paix qui va favoriser un projet commun de développement. L'Angola était en guerre, mais maintenant, si vous regardez les projets de développement après la guerre et avec la paix qui est survenue dans ce pays, vous serez étonné. Pour rappel, lors de la première édition du Forum économique RDC-Angola, tenu au mois d'août 2023 à Kinshasa, les deux pays s'étaient engagés notamment à renforcer leur coopération économique dans plusieurs secteurs. C'est parti pour le lancement officiel des activités du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika. La cérémonie relative a lieu dimanche 12 novembre dernier sur place à Ngandajika par le ministre de l'Agriculture José Panda Kabangou. Pour une durée de 5 ans, ces programmes visent à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. Réponse avec Patrick John Mukengeshai. Il s'agit d'un projet qui a pour objectif spécifique développer les infrastructures structurantes dans la zone d'influence du programme et mettre en place un cadre favorable à l'investissement du secteur privé agro-industriel en vue d'apporter de la valeur ajoutée aux chaînes des valeurs prioritaires et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme est conçu selon une approche de partenariat public-privé par le développement d'infrastructures clés et la création d'un cadre propice à l'installation et à la performance du secteur privé. Le ministre de l'Agriculture, José Panda, a indiqué que le parc agro-industriel de Ngandajika est la phase pilote de 22 parcs agro-industriels qui seront implantés à travers la République démocratique du Congo. Et pour terminer sa communication au cours de cette cérémonie, le patron de l'agriculture en République démocratique du Congo a tenu à rassurer que ce projet ne sera pas un autre Bukangalonzo, pour la seule raison que cette approche actuelle du gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi de l'agriculture est différente de celle des autres gouvernements. Dans le registre de la société, la commune de Kinshasa se trouve dans un état d'insalubrité très avancé. Immondices et des eaux stagnantes ont eu domicile sur le rue, constat fait par Minushka Koyangele et Merveille Agoloa. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Dima, au quartier Funa. Le constat est très désolant. Poubelles, les eaux stagnantes, les déchets des fosses septiques ont trouvé refuge sur cette avenue. Les vendeurs et passagers sont exposés aux diverses maladies. Plusieurs questions se posent sur l'applicabilité de l'opération Kinbopeto. Suivez cette réaction. Ni député mambo salima o défendre comme Kinshasa azati somambele kiboyi siko biso to voter bino suna ndenge nini esi masute mokonza mboka alobela biso bana bana comme Kinshasa o salima ota boyi bomuna te boyi comme tala avenue di matanisa e bebi modela ba memba ba lela to te ka lisute ba memba déclarer fort to te ka maté to déclarer pe na commune Kinshasa mais
to le o ma salemi o ya to le mambo adima o to mona o da to d'abord solution o ya bo so solution to le chef de l'état so ma venu dimasa. En sport, on part du début de la phase retour du championnat national de la Ligue Foot le week-end dernier. Dans le groupe B, l'ASV Club a enregistré sa 5e défaite de la saison face au FC Les Aigles du Congo et l'OC Renaissance est incliné devant Maniema Union. Par contre, le Saint-Éloi Lupopo a battu l'US Chinkunku par 2-0 dans le groupe A. Espoir Kinomvidi pour le compte rendu. Football Club Les Aigles du Congo devant. 5e défaite pour les Moscovites de Kinshasa cette saison à la Ligue nationale de football en 10 explications dont 5 victoires. C'est énième échec de l'ASV Club face au FC Les Aigles du Congo s'est soldé sur la note d'un but contre rien à la 10e journée de la 29e édition de la Ligue Foot au stade Tata Raphaël. C'est fait après leur succès sur l'OC Renaissance qui s'est terminé par 3 buts contre 2. Bella est le nom du sauveur du club cher à Vidier Chimanga. Bien avant cette rencontre, Maniema Union a dominé au score sur l'Olympique Club Renaissance du Congo par 3 buts contre 2. La dernière réalisation des unionistes de Kindu était signée d'Emercy Lupini aux ultimes minutes du match. Et au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, les cheminots du Saint-Éloi Lupopo ont maîtrisé les courbeaux de Kananga et entament la phase retour du championnat d'élite congolais par 2 buts contre 0 et restent à la tête du groupe A. Éliminatoire mondial 2026, le joueur staff technique déjà à Kinshasa pour un rassemblement avant le match RDC-Mauritanie de ce mercredi 15 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte pour la première journée. Suivez les détails dans ces commentaires signés toujours par Espoir Kinomvidi. Arrivé le dimanche 12 novembre dernier à Kinshasa afin de s'outiller pour la première journée des éliminatoires mondiales 2026, ce mercredi 15 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte face aux Mourabitines de la Mauritanie. Enoch Inongabaka, Brian Bayeye, Gaël Kakuta, Vital Ntimba, Lionel Mpassi et les assistants du sélectionneur manager des Léopards constituent le premier contingent de cette convocation à la tanière de l'équipe nationale congolaise. Une ambiance bon enfant règne au quartier général. Le portier congolais Lionel Mpassi appelle au soutien du peuple. C'est super bien passé, on est arrivé en bonne santé, en bonne condition, du coup c'est cool. Tout s'enchaîne super vite, on a réussi à se qualifier pour la CAN. Et je pense que les objectifs c'est les mêmes, le coach nous l'avait dit dès qu'il est arrivé. Son objectif c'était de qualifier le pays pour la Coupe du Monde et je pense qu'on est tous d'accord avec cet objectif. C'est toujours un plaisir de venir en sélection, de voir les amis, franchement le groupe va super bien en ce moment, du coup c'est cool, ouais, c'est toujours un plaisir de venir représenter le pays. On vous attend nombreux mercredi. En attendant la suite du groupe, les athlètes s'entraînent à huis clos sous la conduite de Sébastien Desabre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Par ailleurs, dans la soirée de ce même dimanche, les légendes congolais ont eu tort devant ceux du Football Club Barcelone au stade de Martyrs. 4 buts contre 1 est le score final de cette rencontre des galas qui a réuni les anciennes gloires du football mondial à Kinshasa. L'unique réalisation du côté de la RDC est l'œuvre de l'ancien latéral du Daring Clémoté Mapembe et du tout-puissant Mazembe, Eric Mialankulukuta, dit Papala, à la 2e période du match. Et enfin, le valeur nutritive. Parlons-en. Que savez-vous de l'orange? Les explications et les détails dans ces commentaires. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes.
ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Si vous venez à peine de nous rejoindre, voici donc le rappel de titre. Le 14 novembre, Félix Tshisekedi va se prononcer sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Début de cadre de concertation de la CENI, c'est lundi à Hilton Hotel avec toutes les parties prenantes, notamment le candidat à la présidentielle de décembre 2023, un cadre qui vise des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Ce journal a connu la participation de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci infiniment de votre attention soutenue. On s'est dit au revoir et à la prochaine.